Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, format spécial de Territoire d'info ce matin, une matinale consacrée à la Convention des territoires qui aura lieu, vous le savez, toute la journée avec la présence au Sénat du Premier ministre et c'est exceptionnel du Président de la République Emmanuel Macron. Dès 9h30, émission spéciale sur la chaîne et toute la journée une mobilisation des équipes de Public Sénat autour d'Emmanuel Kessler et d'Albert Ripamonti. C'est vraiment la chaîne TNT sur laquelle il faut rester aujourd'hui, Public Sénat. Voilà, formule spéciale ce matin. Deux invités spéciaux. Dans un instant, Philippe Bas, le président de la Commission des lois, ancien ministre, et suivi autour de 8h15, 8h17, d'Hervé Marseille, le vice-président du Sénat, vice-président de l'Association des maires de France. Mais tout de suite, on passe au zapping politique, le premier zapping politique des matinales d'info. On se retrouve dans un instant. La promenade des Anglais s'illumine. 86 faisceaux de lumière s'élèvent dans la nuit. Le souvenir des 86 victimes. Par votre énergie, votre refus de vous laisser dompter par la peur et la violence, vous avez permis que la nation redresse la tête. C'est tout le rôle aussi des associations de victimes que je soutiens fortement dans leur démarche aujourd'hui lorsqu'elles réclament le maintien du secrétariat général d'aide aux victimes qui malheureusement a été supprimé par ce gouvernement. La colère de beaucoup s'est concentrée sur la puissance publique. Et j'ose vous le dire, comme chef de l'État, je comprends cette colère. Mercredi, devant des députés, Pierre de Villiers réagit à l'annonce des économies imposées à l'armée et se lâche dans un style très direct. Je ne vais pas me faire baiser comme ça. Je ne pourrai plus regarder mes gars dans les yeux si on réduit encore nos moyens. Le général de Villiers a été sèchement recadré par le chef de l'État qui déclare dans le journal du dimanche « La République ne marche pas comme cela. Si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major des armées change. » Il a confirmé sa volonté de faire en sorte que l'armée soit dotée d'un budget de 2% du PIB à l'horizon 2025. Il a annoncé une augmentation des crédits de l'armée de 1,5 milliard d'euros dès l'année prochaine. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Entre Emmanuel Macron et Donald Trump ces derniers jours, les accolades se voulaient franches. En réalité, le président français mise sur cette amitié historique avec les États-Unis pour avancer sur les dossiers communs. Donald Trump m'a écouté, dit Emmanuel Macron. Il a compris le lien qui existe entre réchauffement climatique et terrorisme. Il m'a dit qu'il allait essayer de trouver une solution dans les prochains mois. Enfin, la méthode Macron, c'est aussi la modernité. L'orchestre reprend les titres les plus populaires de Pharrell Williams et Daft Punk. Notre devoir est de ne jamais oublier le prix que nous avons payé pour conquérir nos droits. Accompagné de Serge Klarsfeld, le chef de l'État s'engage dans le jardin du souvenir, où sont gravés les noms des enfants victimes de la rafle. Merci pour le travail fait. Sans relâche. C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation. C'est une partie de l'histoire malheureusement qui est terrible, qu'on aurait peut-être voulu à un moment cacher, mais qu'il faut accepter, qu'il faut le regarder en face. Et c'est ce qu'ont fait Jacques Chirac, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. La France, en reconnaissant ses fautes, a ouvert la voie à leur réparation. C'est sa grandeur. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin pour cette formule particulière de Territoire d'info, vous savez, consacrée à la Convention des territoires qui a lieu ici au Sénat. Eh bien, j'accueille Philippe Bas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Commission des lois, sénateur de la Manche, ancien ministre. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Philippe Bas, grande conférence des territoires au Sénat donc aujourd'hui. Est-ce que c'est une reconnaissance que vous attendiez? Qu'attendez-vous de ce rendez-vous qui arrive très tôt dans le quinquennat? Je pense que ça crée une chance de discuter entre les collectivités territoriales et l'État pour créer une sorte de contrat. Parce qu'au cours des dernières années, les collectivités territoriales ont servi de variable d'ajustement au budget de l'État.
c'était l'État dans toute sa splendeur centralisatrice qui rendait son oracle et diminuait année après année les C'est dotations. jupitérien, ça. Les dotations des collectivités territoriales, oui. Alors, on va passer, j'espère, de Jupiter à la démocratie. Et la démocratie, ça consisterait à ce que l'État ne fasse pas ses fins de mois au détriment des collectivités territoriales. Il faut savoir que derrière les collectivités territoriales, il y a les mêmes citoyens que ceux qui votent aux élections nationales, et que plus vous leur diminuez les ressources pour financer les services publics, plus les maires se sentent dans la situation très difficile de devoir soit diminuer le service, soit faire payer le service à l'usager. Mais justement, les vous avez des deux craintes. solutions sont mauvaises. Vous avez des craintes avec l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français, avec l'effort financier qu'on va demander aux communes d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 10 milliards d'euros d'économie. Quelles sont vos craintes? Comment ça va se passer Vous sur le venez de terrain le formuler très exactement. Ce sont deux points négatifs qui font que je reste prudent sur les effets de cette conférence des territoires. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, ça veut dire que les communes n'ont plus d'autonomie financière, et ça veut dire qu'elles ne peuvent plus financer les services qui vont permettre... Ça veut dire que vous êtes contre le principe ou vous demandez une compensation à l'État? Non, je suis contre le principe. Parce que vous voyez les compensations de l'État. On n'y croit plus. Pourquoi? Parce que quand l'État a supprimé la taxe professionnelle, c'était l'impôt sur les entreprises, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ne craignez rien, je vais vous compenser avec des dotations. Et puis, petit à petit, Bercy, le ministre des Finances, s'est dit, mais ces dotations, c'est des libéralités, c'est des cadeaux, c'est des subventions. Je ne vois pas pourquoi, avec les difficultés du budget de l'État, je continuerai à donner ces dotations. Et figurez-vous que dans les 3 dernières années, ce sont 9,6 milliards de dotations qui ont été supprimées. Donc, les compensations de l'État, on n'y croit plus. Mais Philippe Bas, vous ne croyez pas aux compensations de l'État pour la taxe d'habitation, pour compenser le manque à gagner. Mais comment vous allez vous en sortir? Est-ce que constitutionnellement, ça tient la route d'ailleurs, le fait de demander aux communes d'avoir moins d'autonomie financière? Alors, je ne pense pas non plus. Je pense que le président de la République se heurtera à de très grosses difficultés constitutionnelles s'il poursuit son chemin dans cette direction. Parce que actuellement, la Constitution exige que à peu près 60% des recettes, des ressources d'une commune viennent de l'impôt local, des ressources locales. Si on descend en dessous, alors il n'y a plus d'autonomie financière. Et s'il n'y a plus d'autonomie financière, la Constitution est violée. Donc effectivement, il y a en plus de tout ceci un problème constitutionnel, et ce n'est pas un hasard s'il y a ce problème constitutionnel. La République, par sa Constitution, a voulu défendre l'autonomie locale, les libertés locales, les énergies locales. Donc vous dites Emmanuel Macron peut se heurter à la Constitution. Le mieux, c'est de traiter les problèmes sur le terrain le plus possible. C'est pour ça qu'on a mis ça dans la Constitution. C'est pas par hasard. Tout à l'heure, Philippe Bas, vous disiez que vous étiez plutôt d'accord pour un pacte. C'est d'ailleurs l'expression que prend le président de la République. Et en même temps, on vous sent très critique par rapport à ses idées sur la taxe d'habitation. Donc, c'est quoi votre proposition? On peut moderniser, comme le dit François Baroin, le président de l'Association des maires de France? L'idée du pacte est une bonne idée, incontestablement. Et ça permet justement de dire au président de la République ce que je dis ce matin. C'est-à-dire, attention, monsieur le président, oui, c'est bien pour les gens de payer moins d'impôts, mais il va bien falloir, d'une part, que les communes trouvent l'équilibre de leur budget, et d'autre part, si vous voulez vraiment compenser, alors vous allez lever un autre impôt, et c'est la CSG. Donc c'est quoi votre proposition, votre contre-proposition? Avec le dispositif financier. Mais, revoir les valeurs j'aimerais locatives. que l'État ne nous enferme pas dans l'obligation de faire une contre-proposition face à ces propositions. Oui, mais revoir les valeurs locatives, je dénonce la proposition qui est faite par l'État. Je crois qu'elle est mauvaise. Mais il y a bien des évolutions à apporter à notre système d'impôts locaux, c'est incontestable, car il n'y a pas de justice entre deux voisins qui ont la même maison aujourd'hui, parce qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs locatives. Le mot paraît barbare, mais ça signifie que toute maison est évaluée à partir de critères, et quand elle est récente, elle n'est pas évaluée de la même façon que quand elle est ancienne. Si bien que vous avez la même maison que votre voisin, à 100 mètres près, et vous ne payez pas la même taxe d'habitation alors que votre famille est constituée de la même façon. Ça demande effectivement un gros travail national pour créer de la justice
sur la taxe d'habitation. Jacquier, Sud Radio. Philippe Bas, à propos de la conférence des territoires et des financements à trouver, Région de France, l'instance qui regroupe les présidents de région, demande à l'État la possibilité d'expérimenter une taxe sur le transit, appelons-la l'écotaxe, même si on l'appellera sans doute différemment. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous dites que c'est le sens de l'histoire, puisqu'on cherche de l'argent partout? Moi, je crois qu'il faut arrêter de créer des impôts nouveaux. Je ne suis pas pour la suppression de la taxe d'habitation, mais je ne suis pas pour non plus qu'on se mette à ajouter de l'impôt sur l'impôt dans un pays qui est le recordman d'Europe des prélèvements obligatoires. Il va falloir qu'on s'arrête. C'est le moment historique où on doit penser à l'économie française, à la lutte contre le chômage de masse. Voyez l'Angleterre, voyez l'Allemagne. Ces deux pays ont à la fois le plus bas taux de chômage d'Europe, et ce sont aussi des pays qui ont rétabli l'équilibre de leurs comptes. Alors vraiment, cette intoxication à l'impôt dont le président de la République et le Premier ministre parlent eux-mêmes, il est temps d'y mettre fin. Gilles Leclerc. Autre sujet, la loi qui va réformer ou qui prévoit de réformer le Code du travail par les ordonnances arrive bientôt au Sénat. Est-ce que c'est une loi telle qu'elle est venue de l'Assemblée que vous pourriez voter? Oui, incontestablement, tout ce qui va dans le sens même par les ordonnances, de plus de souplesse dans le Code du travail est quelque chose d'utile. Vous savez, nous sommes contre les ordonnances en général quand il s'agit d'une simple commodité, d'un confort pour le gouvernement. Mais quand il s'agit de réformes aussi importantes et que dans le texte de la loi d'habilitation, on appelle cette loi comme ça, il y a suffisamment de précision pour savoir où on va, alors nous sommes prêts à voter une loi d'habilitation pour qu'il y ait des ordonnances. Elles vont revenir nous voir, les ordonnances, après. Nous allons les valider, les amender s'il le faut. Mais qu'au moins, on crée dans notre pays les moyens pour les entreprises de créer de l'emploi en levant cette inquiétude qu'elles ont par rapport à l'embauche. C'est Philippe Bas qui est l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin à l'occasion de cette journée, toute la journée ici au Sénat de convention des territoires. Philippe Bas, Emmanuel Macron a sévèrement recadré le chef d'état-major des armées, Philippe de Villiers, qui avait dénoncé des coupes budgétaires. Est-ce qu'il est dans son rôle, le président de la République? Il est le chef des armées. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il ait ressenti le besoin d'affirmer de manière si forte son autorité que personne ne conteste. Car, après tout, plus le ton, la forme, le chef d'état-major des armées n'avait fait aucune déclaration publique. Il avait été interrogé par la commission de la défense à l'Assemblée de l'Assemblée nationale à huis clos. Et il devait être au Parlement la franchise. Alors, si le président de la République veut interdire au chef d'état-major des armées de parler au Parlement, je dis que la défense des droits du Parlement consiste précisément à exiger que la parole du chef d'état-major des armées soit libre à huis clos devant une commission parlementaire. Mais sur le fond quand même, les 850 millions d'économies demandées. Vous avez tout à fait raison. Le président de la République s'est engagé à porter le budget de la défense nationale à 2%. C'est une nécessité absolue. Pour porter le budget à 2%, il faut faire une étape par an. Et l'étape pour 2018 a paru trop petite pour le chef d'état-major général des armées. Nous devons l'écouter, nous devons être attentifs. Le président de la République lui-même, qui découvre cette fonction de chef des armées, doit être attentif à ce que notre armée lui dit sur le rythme qu'il convient d'observer pour atteindre les 2%. Qu'ils en parlent entre eux. Nous n'avons pas besoin d'être rendus témoins de cette divergence d'appréciation qui doit se régler par un travail entre le président de la République et les armées. Il est trop jupitérien, le président de la République? Trop autoritaire. Mais si vous voulez, les postures d'autorité et l'autorité, ça fait deux. Je ne crois pas que le président de la République ait réellement besoin d'affirmer son autorité à ce degré, de manière aussi disproportionnée à ce qu'il a pu peut-être ressentir comme une offense du chef d'état-major des armées, alors que, je le répète, celui-ci s'était exprimé à huis clos devant une commission parlementaire. Philippe Bas, les Républicains, vous êtes membre des Républicains, vous avez soutenu François Fillon pendant la primaire de la droite. François Baroin dit ce matin dans Le Parisien, on doit donner sa chance à une nouvelle génération, sinon ce parti n'a plus d'avenir. Qu'en pensez-vous? Je trouve que François Baroin fait encore partie de cette nouvelle génération. C'est un de nos jeunes il dit qu'il veut leaders passer la main. d'envergure nationale, chacun le sait bien. Oui, moi je suis d'accord.
Je suis d'accord pour dire qu'il faut que nous aussi, nous sachions reconstruire sur des bases nouvelles, avec des femmes et des hommes nouveaux. Moi, je suis prêt à les y aider. Mais les Républicains, là, qui ne montrent que leur division, vous pensez que le parti peut rester tel qu'il est, ou on va vers une scission? Laissez-les reprendre souffle. Ils sont groggy, et on comprend pourquoi. Cette élection présidentielle, tout le monde s'attendait à ce que François Fillon la gagne il y a encore 6 mois. Donc il va falloir se reconstruire. Et pour ceci, admettre que finalement ça peut être une chance pour cette famille politique, parce que la droite, la gauche, le centre, ça existe en France. La République s'est construite avec ces grandes familles politiques. Et les Français se distribuent assez naturellement entre ces familles politiques. Et un jour, viendra le moment d'élection nationale. Et alors, voulez-vous que de nouveau, les Français n'aient que le choix entre le président sortant ce jour-là et l'extrême droite ou l'extrême gauche? Je crois que les forces démocratiques doivent se reconstituer et elles doivent avoir l'intelligence de montrer qu'elles ne résonnent pas en noir et blanc dans un monde en couleur. Est-ce que c'est un contexte qui va peser sur les élections sénatoriales à la fin du mois de septembre prochain? Mais le contexte des élections sénatoriales, il est avant tout déterminé par les élections municipales qui ont eu lieu en 2014. Mais pour autant, les grands électeurs ne sont pas indifférents à ce qui se passe en France. Et donc moi, je pense en effet que cette compétition électorale pour le Sénat va être une compétition... Il y aura la même majorité demain, républicains centristes? Je le pense, mais rien n'est joué d'avance. Je pense qu'il y aura beaucoup de grands électeurs, notamment dans le monde rural, qui vont être attentifs aux propositions des uns et des autres et qui ne sont pas indifférents au nouveau pouvoir qui s'est mis en place. Philippe Bas, loi de moralisation, vous avez pris les choses en main pour faire interdire les emplois familiaux pour les parlementaires alors que le Sénat avait voté contre. Pourquoi vous avez fait ça ? Il y a eu un vote accidentel. Tous les groupes politiques, l'unanimité de la commission des lois, avaient décidé qu'il fallait mettre un terme aux emplois familiaux parce que le fait même qu'il y ait des emplois familiaux créait du doute chez beaucoup de nos concitoyens qui se demandaient si le fait d'employer un membre de sa famille n'était pas le signe qu'on voulait tout simplement augmenter le revenu familial. Moi, je peux témoigner, parce que je n'emploie pas de collaborateurs familiaux, mais je peux témoigner que beaucoup de nos collègues qui employaient des collaborateurs familiaux employaient réellement ces collaborateurs. Mais à partir du moment où ça n'est plus explicable, où nos concitoyens considèrent qu'il faut vraiment faire une ligne de partage absolue, je crois qu'il fallait le faire, même si c'est au prix d'un sacrifice, et notamment d'une petite injustice tout de même pour tous ces collaborateurs qui travaillaient dur pour leurs sénateurs. Même chose pour la... Et qui doivent quitter leur emploi, et qui ne retrouveront pas facilement un emploi d'ailleurs. Et nous avons donc voulu leur donner le temps de se retourner, faire un préavis, leur donner accès au contrat de sécurisation professionnelle. Pendant 1 an, ils seront accompagnés par Pôle emploi, de sorte qu'au moins il y a un peu de justice. Même chose pour la réserve parlementaire, d'un mot. La réserve parlementaire, c'est le moyen d'aider les petites communes rurales à financer des équipements alors qu'ils ne trouvent aucune subvention ailleurs. Donc nous avons voulu à tout le moins créer une dotation pour nos communes rurales. Merci Philippe Bas, président de la commission des lois, sénateur de la Manche, ancien ministre, d'avoir été le premier invité de cette matinale d'infos. On se retrouve nous dans un instant. Merci Philippe Bas. Voilà, deuxième partie de cette matinale d'info, de Territoire d'info, une matinale consacrée à la Convention des territoires qui aura lieu, vous le savez, toute la journée avec la présence du Premier ministre et c'est exceptionnel aussi du Président de la République au Sénat. Et j'accueille donc un deuxième invité politique aujourd'hui, eh bien c'est Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine et vous êtes aussi vice-président de l'Association des maires de France. Ça nous intéressait beaucoup de vous avoir sur ce plateau ce matin pour vous interroger. À mes côtés, eh bien, 2 éminents confrères de la PQR, de la presse quotidienne régionale, le directeur éditorial de Ouest France, Michel Urvois, spécialiste des territoires. Bonjour, Michel, entre autres. Et Pascal Jalabert, aussi spécialiste des territoires du groupe EBRA et qui est ici pour Le Progrès de Lyon. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Hervé Marseille, conférence des territoires, donc toute la journée, émission spéciale donc de Public Sénat. C'est vraiment sur cette chaîne qu'il faut rester aujourd'hui si vous voulez tout savoir sur cette convention des territoires. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Elle vient très tôt dans ce quinquennat, cette convention.
Oui, c'est quelque chose d'important, évidemment, pour toutes les collectivités françaises, et nous attendons de la clarté, nous attendons de savoir quelles vont être les propositions du gouvernement, puisque tel est l'objectif. Je me réjouis que ça se passe d'abord au Sénat, puisque le Sénat est la chambre des collectivités, avant tout. Et donc, nous attendons de savoir quelles vont être les propositions du gouvernement en matière territoriale, en matière fiscale, en matière de compétences, et puis sur, évidemment, la fracture numérique et la fracture écologique. Michel Urvois, Ouest. Alors, dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a une chose au moins qui est claire du point de vue des territoires, c'est cette histoire de taxe d'habitation qui serait supprimée pour 80% des contribuables. Alors, faut-il le faire? Premier point, quelle est votre position là-dessus? Et qu'est-ce que ça vous pose comme question? Écoutez, premier point, c'est quelque chose de préoccupant, évidemment, pour l'ensemble des collectivités concernées. Quand on vous dit qu'on va diminuer vos ressources, c'est forcément préoccupant. Mais on dit qu'elles sont compensées. Oui, ceci étant dit, c'était une promesse, c'était un engagement du président pendant sa campagne. On ne peut pas reprocher au président, j'allais dire, de mettre en œuvre le projet pour lequel il a été élu. Alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est quelque chose qui a été ratifié par le suffrage universel, et donc nous devons le prendre en compte. Maintenant, comment ceci va être fait, c'est la question. Et nous avons été échaudés par le passé quand l'État disait qu'il compensait à l'euro. En fait, on voit bien que la somme s'érode année après année et qu'en fait de compensation, évidemment, on est très perdant. On est perdant sous tous les gouvernements. Chaque fois qu'on vous promet, évidemment, à l'euro, de compenser, on sait très bien que ça ne marche pas. Donc c'est le type même d'engagement dont nous attendons de connaître les modalités. Cette taxe d'habitation, elle est fondée donc sur des valeurs locatives qui, elles, n'ont pas été revues depuis... Oui, les années 70. 45 ans, 50 ans. Absolument, il y a beaucoup d'injustices. Et tout le monde reconnaît qu'il y a une injustice. Donc il faut réformer. Vous êtes bien d'accord? Il faut réformer. Premier point, le président dit la taxe d'habitation est injuste, il faut réformer. Mais ce qu'on propose est également injuste, parce que ceux qui vont continuer à payer vont devoir le faire, et ceux qui paieront plus seront certainement très heureux, mais il y a aussi une forme d'injustice. La deuxième injustice, c'est que dans les villes riches, évidemment, il y aura plus d'assujettis, et donc le maire pourra davantage, j'allais dire, jouer de la fiscalité. Alors que dans les villes pauvres, évidemment, il y aura encore moins d'assujettis, et donc l'assiette sur laquelle le maire pourra jouer de la fiscalité sera encore plus étroite. Donc c'est la seconde injustice. Et puis enfin, il nous appartient maintenant de travailler pour savoir avec l'État comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Parce que comment allons-nous financer les services? C'est ce que vient de dire Philippe Bas à l'instant. Pascal Jalabert, le procureur de Lyon. Oui, dans le projet présidentiel, il y a aussi la suppression d'un quart des départements. Édouard Philippe a parlé de 2 niveaux maximum en dessous de la région. Alors, on refait la carte. Comment voyez-vous ça? Il y a déjà un premier progrès, parce que dans le gouvernement précédent, on apprenait par hasard comment les régions avaient été organisées. Il fallait attendre un communiqué nocturne de l'Élysée pour savoir si la Bretagne faisait encore partie de telle ou telle région. Et on avait l'impression que c'était joué au dé. C'était joué au dé, je ne sais où. C'est pas sérieux. Là, aujourd'hui, il y a une discussion qui est engagée entre le gouvernement, entre l'État et les collectivités. Et donc, c'est quelque chose de positif. Et on attend de ce dialogue qu'il soit fructueux. Alors, tout le monde sait qu'il faut diminuer le nombre de strates. Là où personne n'est d'accord, c'est sur quelle strate faut-il évidemment supprimer. Je crois que le fait qu'on laisse la liberté aux collectivités en disant si vous voulez vous associer, si vous voulez conjuguer vos efforts et les unir, c'est pas une mauvaise chose. Il faut laisser l'expérimentation se faire parce que la situation n'est pas la même suivant qu'on est en Bretagne, dans le Nord ou en Lorraine. Le modèle lyonnais avec la métropole qui a repris les compétences du département et du coup le département du Rhône ne couvre plus la métropole. Vous y êtes favorable, au moins dans les grandes villes? Je pense que la métropole de Paris est singulière. C'est la première métropole française. On est allé trop loin dans les métropoles. Au début, on a pris comme référence le Grand Londres ou le Grand Berlin, on en est au Grand Dijon. Et il y a 22 métropoles aujourd'hui en France. C'est trop. Ça ne répond plus aux critères d'une vraie métropole européenne. Il faut revoir ça. Maintenant,
à l'intérieur de la métropole, il faut diminuer le nombre de strates, c'est évident, et il faut qu'il y ait cette discussion pour savoir comment on organise les territoires. C'est Hervé Marseille, le vice-président du Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine, vice-président de l'Association des maires de France, qui est notre invité politique ce matin, Michel Urvois. Sur le même sujet, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il voulait réduire d'un quart, je crois que c'était le chiffre, le nombre de départements. Vous pensez que c'est faisable ? C'est quelque chose de difficile parce que l'histoire est là. Ces départements sont anciens, ils sont porteurs d'une histoire, d'activité, d'économie. Il faut le faire et il faut travailler ensemble. C'est tout le jeu du dialogue et de la discussion entre l'État et les collectivités. Et je crois que le fait qu'ils laissent encore une fois la liberté, ce dont ont besoin nos collectivités, c'est quoi ? C'est de la stabilité. On a changé les règles tous les 5 minutes ces dernières années, fiscalement aussi, territorialement, qu'on sache quel est le contour de la région, du département, et puis en même temps, qu'on ne change pas les modes de scrutin tous les quarts d'heure, qu'il y ait de la stabilité pour avoir de la visibilité, qu'on puisse investir, qu'on puisse parier sur l'avenir, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas, évidemment, ce que demain va être. Vous dites, on va supprimer des départements, on va changer la fiscalité, on va revoir le contour de tel ou tel périmètre. Il faut maintenant qu'on aille sur quelque chose de solide pour qu'on puisse construire. Est-ce que les collectivités doivent contribuer à l'effort de dépenses publiques, enfin plutôt à la modération de la dépense publique, et de quelle manière ? Ils l'ont déjà fait. Je vous rappelle que ces 3 dernières années, le gouvernement précédent nous avait ponctionné de 11 milliards déjà. Aujourd'hui, on nous dit on va supprimer la TH et on va également vous demander un effort de 10 milliards. Tout ça, on peut tout faire. Le problème, c'est de savoir comment on finance nos services. Alors, justement, à propos de services, les départements parlent souvent du RSA, de l'allocation aux personnes âgées. Doivent-ils continuer ? Qui doit s'occuper de ça ? On sait très bien que c'est une source de dépenses sans fin et inflationniste. Donc, comment voyez-vous le financement de ces allocations vitales et qui doit s'en occuper ? Je pense que là encore, il doit y avoir un dialogue avec l'État. On sait très bien qu'il y a environ 30 à 40% des départements qui ne sont plus en situation de financer le RSA. C'est l'État qui est obligé d'intervenir. Donc, à l'évidence, il faut qu'il y ait une nouvelle règle du jeu entre l'État et les départements. Là encore, l'État devait compenser à l'euro pour le financement du RSA. On voit ce qu'il en est. Plus d'un tiers des départements ne sont plus en mesure de financer le RSA. Est-ce qu'il faut renationaliser le RSA ? Écoutez, il appartient au département de se prononcer là-dessus. En tous les cas, il faut faire en sorte que le financement par l'État soit revu et corrigé et que l'État assume ses responsabilités. Il doit davantage financer le RSA, soit en direction des départements, soit parce que les départements demanderont à l'État de le faire. Mais à l'évidence, il faut revoir le financement. On parle souvent des salaires des fonctionnaires territoriaux qui sont un problème pour les collectivités. Est-ce que l'État doit continuer à dicter les hausses, les baisses, ou est-ce qu'il faut là aussi une liberté locale ? Écoutez, on parle de contrat entre l'État et les collectivités. Il faut que sur le problème des traitements des fonctionnaires, il y ait évidemment un accord. On ne peut pas continuer à avoir un ministre qui passe à la télévision pour dire « nous augmentons le traitement des fonctionnaires de 1 ou 1,5%, ce qui est une bonne chose, mais les collectivités l'apprennent et doivent immédiatement pourvoir au financement. C'est pas sérieux, il faut que maintenant il y ait un vrai dialogue et qu'on sache tendanciellement ce que ça va donner. Hervé Marseille, vous allez demain siéger chez les centristes. Ou est-ce que vous êtes tenté par un grand groupe macroniste au Sénat, vous-même ? Je crois qu'il y a un groupe En Marche qui existe. Ceux qui veulent le rejoindre le peuvent, jusqu'à preuve du contraire. C'est essentiellement des gens issus du groupe socialiste qui le composent. Dans mon groupe, le groupe Union Centriste, il y a des sénateurs qui se situent dans la majorité présidentielle, qui se situent eux-mêmes en marche, mais pour autant, ils restent dans notre groupe. Donc je suis pas sûr... Il y aura des passerelles ? Écoutez, il ne m'appartient pas de le dire. Simplement, je pense qu'il y a des gens qui sont attentifs à l'action du président de la République. Ce n'est pas pour autant qu'ils changent de groupe. Merci Pascal Jalabert, Groupe EBRA, Le Progrès. Merci Michel Urvois, Ouest France, directeur éditorial. Pascal Jalabert, on vous retrouve tout au long de la journée aussi sur cette convention des territoires. Dès 9h30, une émission spéciale sur la chaîne. Et toute la journée, une mobilisation des équipes de Public Sénat autour d'Emmanuel Kessler et d'Albert Ripamonti. Donc c'est vraiment la chaîne TNT d'infos politiques sur laquelle il faut rester aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'infos. Merci et bonne journée à tous.